Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, donc aujourd'hui on fait le point hebdomadaire, comme d'habitude, du dimanche, sur l'actualité crypto, également économique. Donc aujourd'hui on va parler du Bitcoin, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à dire, notamment en lien avec la money supply globale, en ce moment qui est en train de cartonner, là, faire record sur record. Donc on va voir un petit peu ce que ça va peut-être envisager en termes de bonnes nouvelles, pourquoi pas, sur le Bitcoin à l'avenir. On va aussi parler des nouvelles, bien sûr, du Bitcoin. Je vais aborder donc le VeChain comme d'habitude, hein, vous connaissez, je fais le point focus sur les projets. Je vais parler de Hondo XRP, donc on va dire que c'est ce que j'intègre dans la base maintenant avec le RWA qui devient le narratif par excellence de ce cycle, mais même je dirais la révolution blockchain en général, hein, à partir de maintenant, on le voit parce que les chiffres parlent pour eux-mêmes, hein, et je vais vous en parler, je vais vous montrer un peu les chiffres. C'est une explosion nucléaire qui est en train de se dérouler sur le RWA. Je vais parler aussi du UOS et vous savez du projet Ultra, donc la plateforme de gaming. Ça fait un petit moment, j'en ai pu parler, même un bon moment. Donc j'ai eu des petites réflexions en mode est-ce que j'ai laissé tomber le, le projet? Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que j'ai pas assez de temps, hein. Je prends mon dimanche, en gros, un de mes rares moments de libre pour faire les vidéos, donc j'ai pas le temps de tout balayer parce qu'il y a plein de projets intéressants avec des bons fondamentaux solides et notamment avec des narratifs différents. Donc là, vous avez compris que je mets le paquet sur le RWA, l'intelligence artificielle. Il y a aussi des sous-narratifs comme le gaming notamment qui ont des, je pense, un énorme potentiel parce que bah, aujourd'hui, vous avez peut-être la moitié de la population qui joue à des jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est un truc, quelque chose en termes d'investissement aussi peut être très intéressant et je pense que Ultra a toute sa place là-dedans. Et donc je vais en parler parce qu'il y a des nouvelles très intéressantes qui sont sorties. Il y a la roadmap de 2025 qui est sortie. Bon, donc je vais vous présenter tout ça, mais non, je n'ai pas abandonné le projet. J'ai pas le temps de le faire toutes les semaines, quoi. Bon, donc du coup, après, on abordera comme d'habitude les actualités crypto plus générales et également économiques. Vous connaissez, où là, bah, entre les tarifs douaniers de Donald Trump, l'Europe qui est en train de sombrer, bon, bah, on a pas mal de choses à voir, hein, ensemble. Et également, en fin de vidéo, je vous ferai comme d'habitude le point sur l'or qui est en train toujours de nous passer un petit message tranquille, c'est que c'est le bazar, hein, clairement, au niveau mondial, au niveau économique, et on abordera aussi le cours de l'or par rapport au dollar, et je vous parlerai également du cours du CAC 40, de la bourse, etc., comment ça s'est comporté cette semaine dans des contextes de tarifs douaniers. Bref, voilà, bah, je crois que j'ai tout dit au niveau du planning. Si vous êtes chaud, bah écoutez, c'est parti. Allez, je continue avec le rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot et regardez un petit peu qu'est-ce que ça nous dit ce rapport. Eh ben que cette semaine, ça y est, ça a repris un petit peu du poil de la bête, hein, au niveau des investissements, des capitaux injectés sur les ETF Bitcoin Spot, puisque vous voyez, on a même eu un petit 17 avril avec un 106,9 milliards de dollars, de millions, pardon, de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc, on se retrouve avec au final 35,4 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot au total, hein, depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot. C'est une très belle performance, toujours du jamais vu, hein, en termes de record pour l'histoire même historique de l'ensemble des ETF existants sur Terre. Eh bien, le Bitcoin a vraiment remporté la palme d'or, hein, clairement, juste devant l'or, physique. Bon, enfin en termes d'ETF. Bon, on va dire, c'est vraiment le petit paradoxe sympa quand même pour faire le lien et pour vous dire la puissance un petit peu du Bitcoin, même au niveau institutionnel. Vous l'avez vu, les ETF, c'est quand même surtout les particuliers et institutionnels qui sont vraiment dans le moule, on va dire, qui se sentent rassurés en passant par des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Fidelity, etc. Bon, donc là, ce genre de personnes sont rassurées, donc on recommence à injecter la liquidité sur ces ETF Bitcoin, et surtout, ce qu'on peut constater directement, c'est que malgré le sentiment de capitulation du marché des crypto-monnaies depuis quelques mois, hein, désormais, il faut savoir qu'on a à peine perdu entre 5 et 6 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot parce qu'il y a 2-3 mois au pic, quand on avait un Bitcoin qui était à 110 000 dollars à peu près, hein, à peu près, eh bien on avait des ETF Bitcoin Spot injectés à hauteur de 40-41 milliards de dollars.
Bon, donc malgré la baisse continue, on va dire, ou la stagnation, la frustration qu'il y a sur le marché actuel, on a quand même encore largement des capitaux, voilà, donc la majorité des capitaux ne sont pas sortis en fait. C'est ça qu'il faut retenir aussi, pour prendre du recul. Bon, ensuite les ETF, Ethereum Spot cette fois, eh bien écoutez, là par contre ça continue, là douche froide, je pense qu'il y a vraiment une capitulation globale qui est en train de se dérouler sur Ethereum. Puisque contrairement au Bitcoin qui lui a fait quand même un nouvel ATH, on passe à 110 000 dollars quasiment, bon, il y a des nouvelles très intéressantes toutes les semaines qui sortent sur le Bitcoin, et je pense que ce n'est pas le cas pour Ethereum, et je pense qu'il y a vraiment une perte de confiance globale des investisseurs. On reste malgré tout sur une performance quand même assez sympa à 2,26 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, mais c'est vrai que c'est moins rassurant que le Bitcoin parce que il y a moins de poussée, je pense, de institutionnel sur Ethereum, malgré le fait que ce soit très bien, ce soit un très beau projet, ce soit là où il y a la majorité des concentrations des smart contracts, du développement d'applications, etc. Il y a quand même le fait aussi que Ethereum est en train de se faire largement dérouiller en termes d'avancées technologiques et au niveau technique par d'autres projets, notamment Solana, quand eux ne sont pas en panne, bon, et d'autres projets également qui sont en train d'arriver sur le marché. Je pense notamment à VeChain et une flopée d'autres blockchains qui sont bien plus performantes au niveau technique. Voilà. Ça, je pense, c'est vraiment le problème majeur d'Ethereum. On voit vraiment avec les frais de transaction, un frais de transaction pour faire une transaction sur la blockchain d'Ethereum, mais c'est exorbitant, quoi. C'est-à-dire que les frais de transaction sont parfois plus chers que le montant de la transaction, quoi. Bon, donc là, c'est vrai que quelque chose m'a toujours interpellé sur Ethereum, et je ne sais pas si là, on est en train peut-être de payer le prix, ou alors, comme Bitcoin, ça subit, bon, on va dire, l'émotion du marché qu'un jour Ethereum va reprendre du poil de la bête et repartir à la hausse. Ça, pour le coup, moi personnellement, Ethereum, je vous avoue, j'ai jamais vraiment trop cru. Alors, je vais m'attirer les foudres des investisseurs d'Ethereum, mais au niveau technique, il y a vraiment des gros problèmes sur Ethereum. À part si un jour on arrive à mettre une belle mise à jour où ça devient hyper scalable, fluide, etc. Mais sans ça, enfin, ouais, les quelques transactions que j'ai fait sur Ethereum, ça me coûtait plus cher presque ou aussi cher que le montant de la transaction. Donc à un moment, voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Je me demande si ça, on n'est pas en train de payer le prix sur Ethereum là-dessus. Bon, après, on verra. Je dis pas que ça va couler ou machin. Non, je dis que ça peut se faire dépasser. Voilà, juste ça. Bon, allez, je continue toujours. Cette fois, je reste sur Bitcoin. Enfin, une petite parenthèse là sur Ethereum, et je reste sur Bitcoin. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Bitcoin, donc l'Arizona, au coude à coude avec le Texas, pour voter la première réserve d'État. Donc effectivement, là, il reste en fait qu'une seule étape, c'est-à-dire l'approbation à la limite du gouverneur ou la dernière chambre du Sénat, il me semble, pour voter réellement donc la réserve stratégique à l'échelle des États, c'est-à-dire local aux États-Unis pour l'Arizona et le Texas. Et donc, si, imaginons, ça passe pour dans l'un comme dans l'autre, et ben là, on va avoir une véritable révolution marketing du Bitcoin et utilitaire, parce que là, on aura vraiment, d'un point de vue réel, le Bitcoin qui sera mis au même rang que l'or en termes de réserve stratégique pour un État, clairement. Et je vous rappelle que les États américains, en termes de moyens, c'est l'équivalent peut-être d'un petit pays de l'Union européenne. Je rappelle juste comme ça, qui brasse plusieurs dizaines de milliards de dollars directement à eux seuls. Bon, allez, je continue. Là, très intéressant, cette fois un article de cointribune.com, Binance. Donc je rappelle, Binance, c'est la plateforme number one quasiment au monde, en termes de nombre. Alors, je crois qu'ils ont 250 millions d'utilisateurs, si je dis pas de bêtises, donc ça reste à confirmer, à vérifier. Mais ils ont à peu près entre plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est la plateforme exchange numéro 1 pour acheter et vendre ces crypto-monnaies. Et donc Binance conseille désormais des pays sur la création de réserves de Bitcoin, affirme son PDG. Ah, donc Richard Teng, PDG de Binance, a révélé que la plateforme d'échange crypto aide plusieurs gouvernements à établir des réserves stratégiques de Bitcoin et à développer des cadres réglementaires. Cette tendance s'accélère alors que de nombreux pays suivent l'exemple américain. Donc là, vous avez compris, on ne parle pas des États-Unis. On parle d'autres pays. Alors, il n'a pas donné de détails absolus, Richard Teng, le nouveau PDG de Binance, mais vous avez compris que là, c'est une folie. Et donc,
C'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, c'est que à partir du moment où on a les États-Unis qui ont adoubé le Bitcoin en tant que réserve stratégique, c'est comme les entreprises qui commencent à acheter du Bitcoin, eh bien, c'est la révolution technologique et c'est le FOMO institutionnel, voire gouvernemental. Parce qu'à partir du moment où vous avez une entreprise ou un gouvernement qui adopte une nouvelle technologie ou qui révolutionne quelque chose en termes au sein de leur écosystème, eh bien les autres gouvernements, les autres entreprises sont obligés d'étudier la question pour savoir si justement elles doivent faire pareil pour rester au minimum au même niveau, voire dépasser leurs concurrents. Donc c'est une guerre tout simplement une bonne guerre, hein, si on peut dire, c'est une guerre technologique, c'est une course à l'armement, un peu comme la guerre froide, là, après dans le même cadre, hein, excusez-moi, peut-être que l'analogie est peut-être pas adaptée, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc si vous ratez le coche, entre guillemets, bah, on a vu dans l'histoire hein, des milliers d'entreprises qui, à force de ne pas avoir pris le tournant technologique, on pense notamment à BlackBerry, qui s'est fait exploser par Apple, notamment, bah, ça a été exactement ça. BlackBerry est resté sur ses positions d'acquis de téléphone avec des touches. Et quand Apple a sorti son iPhone, eh bien, ça a été la débandade pour BlackBerry qui a fait faillite juste derrière. On est un peu sur ce genre d'événement où bah, les États, du coup, comme les États-Unis ont fait ça, commencent à étudier la question. Et donc, c'est pour ça que là, on a CZ déclare je pense. Donc CZ, Changpeng Zhao, hein, je rappelle, c'est l'ancien PDG de Binance qui a fait un petit tour par la case prison hein, sur le Monopoly. Bon, il est sorti de prison désormais, il a eu son petit pass de sortie. Et il déclare, je pense que nous allons assister à une course vers l'adoption du Bitcoin par les pays. Donc là, on a un tournant. C'est-à-dire que quand je dis qu'on ne réalise pas ce qu'a fait les États-Unis là, en termes de réserve stratégique, aujourd'hui, on n'en parle même plus. Ça y est, c'est acquis, tout le monde s'en fout. Ça n'a pas changé les prix du Bitcoin, donc tout le monde s'en fout. C'est un peu ça. Alors que non, au contraire, c'est vraiment je pense que ça a été le volcan, quoi. Le volcan pour l'industrie crypto, ce genre de choses, mais c'est un volcan qui n'est pas encore en ébullition totalement. Voilà. Je pense que là, c'est la lave qui est sous le volcan, et que quand ça va péter, ça va vraiment faire très mal. Ah, dans le bon sens quand même. Bon. Allez, je continue, cette fois un article de InvestX, donc Grande Dépression en vue, pourquoi Kiyosaki mise sur Bitcoin à 1 million de dollars. Alors Kiyosaki, je rappelle, c'est le fondateur, voilà, il est là. C'est le fondateur de Père riche, Père pauvre, hein, excellent livre. Donc là, toute une saga avec, je rappelle, hein, avec 5 ou 6 livres. Très intéressant aussi sur l'entrepreneuriat, notamment si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Et donc dans son livre, il explique justement bah, les termes économiques qu'on nous a jamais appris finalement à l'école et qu'on nous a jamais appris surtout en France. Faut dire, en France, on a vraiment un tabou sur tout ce qui est les budgets. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre l'éducation sexuelle à 3 ans, là maintenant comme ils veulent faire les malades là, eh bien, ils devraient plutôt apprendre les enfants, aux gamins à gérer un budget avec des bonbons ou je ne sais quoi, pour justement derrière, eh bien, gérer son patrimoine ou gérer son épargne avec une philosophie d'investissement pour aller plus vite que l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème du pouvoir d'achat, même en France, au niveau économique, et même ben, après, c'est mon avis. Après, c'est ce que dit aussi Robert Kiyosaki. C'est pour ça que je fais le lien avec tout ça. Lui, il voit un Bitcoin à 1 million de dollars, justement, parce que là, on a un pouvoir d'achat qui s'érode au fur et à mesure du temps. On le voit depuis 30 ans. Hein. C'est pas nouveau. Hein. C'est depuis 30 ans, 40 ans même. Parce que l'objectif même des banques centrales, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la Banque Centrale Européenne, allez le voir, c'est de placer une inflation à 2% par an. C'est pour eux ce qui est optimal. Ça veut dire que si vous n'avez pas, vous de votre côté, votre épargne, qui fait un rendement de plus de 2% par an, entre guillemets, hein, je grossis un peu les termes, eh bien vous perdez du pouvoir d'achat. Donc même si vous gardez vos euros en banque pendant 30 ans, ben, vos euros en banque d'il y a 30, enfin vos francs du coup, du franc, ouais, en plus on est passé par la case euro, on s'est fait exploser de diviser par 7 pour le pouvoir d'achat, bref. Donc si vous aviez vos francs de l'époque, eh ben forcément le franc de l'époque, s'il était resté sur votre compte bancaire, ben, aujourd'hui vos francs en euros ne valent plus les francs qu'ils avaient de l'époque, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en 30 ans avec des personnes qui, à l'époque, vivaient avec une famille, un père de famille, avec limite un SMIC, il pouvait faire vivre toute sa famille au sein d'une belle maison sans crédit ou autre. Aujourd'hui,
bah, c'est plus compliqué, quoi. On voit bien, hein. Plus compliqué. Voilà, et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec ce système de l'érosion du pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps, eh bien, on n'est pas loin également d'une grande dépression sur le marché boursier, parce qu'également, il y a la liquidité, on va en parler de la liquidité mondiale qui explose, donc on a de plus en plus de liquidités injectées sur le marché, ça forme une énorme bulle, en fait, de liquidité, également qu'on peut voir sur absolument tous les pans du secteur, que ce soit l'immobilier, comme on a eu pour la crise subprime de 2008, mais là aussi, on le retrouve aujourd'hui un peu cette bulle immobilière, surtout dans les pays où il y a des régulations comme la France notamment, hein. Si vous avez des squatters, bah, ces squatters sont plus protégés que les propriétaires. Bon, là, ça fait rêver, mais c'est ça, c'est la réalité des choses. Et aussi des bulles au niveau boursier. On le voit bien, quand on voit, je vous montrais la semaine dernière dans la précédente vidéo, la volatilité du S&P 500 par rapport au Bitcoin. J'ai jamais vu ça. Alors que le Bitcoin, c'est l'actif par excellence, justement, où personne ne voulait aller à la base parce que c'était trop volatile. Or, on a un S&P 500, le marché boursier, qui est devenu presque aussi volatile, voire plus volatile que le Bitcoin la semaine dernière. Donc on voit qu'il y a un problème sur cet aspect-là, et ça, c'était justement les signes qui avaient eu lieu en 1929 lors de la Grande Dépression. Voilà, et donc c'est pas que Robert Kiyosaki, il a de nouveau tiré la sonnette d'alarme sur l'économie américaine. Selon lui, les États-Unis pourraient bientôt plonger dans une grande dépression encore plus grave que celle des années 1930, mais il voit aussi une opportunité pour ceux qui se préparent dès maintenant. Parce que ça rappelle aussi la République de Weimar. C'est-à-dire la République de Weimar, je vous rappelle, hein, c'est donc l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale qui, ruinée, donc du coup, et puis en plus a perdu la guerre, doit se reconstruire et pour cela fait fonctionner la planche à billets. En faisant fonctionner la planche à billets sur leur marque de l'époque, eh bien, ils ont fait mécaniquement, donc ils ont, ok, financé leur budget, mais ils ont fait shooter la valeur de leur propre marque en injectant à l'infini, en fait, des liquidités sur le marché. Voilà. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème des dettes et c'est le problème de l'injection de liquidités, nouvelles liquidités par nos gouvernements, qui ne savent pas faire autrement pour gérer en fait et financer leur budget public puisque c'est que des dettes. Voilà. Et donc à un moment, il va y avoir un crash, hein. Clairement, il va y avoir un retour de situation malheureux, et donc ce sera vraiment les valeurs refuges comme l'or et notamment maintenant le Bitcoin. C'est pour ça que là on parle d'un Bitcoin à 1 million de dollars. Alors après, il faut prendre avec des pincettes, hein. On dit 1 million de dollars, mais ça ne veut pas dire que ce sera demain 1 million de dollars. Bon, c'est voilà, il faut quand même prendre avec des pincettes ce qui se dit en termes de prédiction de prix. On ne sait pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, en tant que valeur refuge, le Bitcoin, en cas de grande dépression ou de crash économique, aura effectivement son rôle à jouer, je pense. Moi, j'en suis convaincu là-dessus, au même titre que l'or, hein, je rappelle, et au même titre que des monnaies fiat un peu plus solides que la moyenne, comme le franc suisse, dans le cadre où si c'est par exemple... Alors, le dollar, moi, je pense pas qu'il va s'effondrer. Je pense là, vraiment, contrairement à Robert Kiyosaki qui parle de l'économie américaine, moi, je pense vraiment à l'économie européenne. Parce que l'économie américaine, ils ont quand même de l'industrie, ils ont un PIB qui est quand même qui tient la route grâce au dollar. Et puis, c'est pas demain que leur dollar va s'effondrer à cause du yuan, parce que la Chine est pas dans la meilleure situation au final que les États-Unis. On va le voir pourquoi justement avec le Global Money Supply qui est en fait tiré par la Chine. Bon, donc tout ça fait que effectivement, moi je crois encore au franc suisse pour protéger son épargne sur la prochaine grande dépression, mais qui va être pour moi plutôt localisée déjà en Europe. Qu'en Europe, vraiment, on a tous les indicateurs sont dans le rouge, quoi. Absolument tous. On n'a pas un qui tient la route, clairement. Et donc, là aussi, dans ce cadre-là, là, j'ai un tweet de Bitcoin Magazine, donc Justine, hein, vous voyez, le supermarché, donc Spar, donc je rappelle, un Spar, il y en a partout en France, même partout dans le monde, eh bien, commence à accepter les paiements en Bitcoin via le Lightning Network, donc déjà en Suisse, hein. Mais du coup, ils le font en Suisse, mais après, ils vont peut-être le généraliser partout dans le monde, hein, là où ils ont des enseignes. Et donc, très intéressant, parce qu'on voit justement là, le Bitcoin, qui a une valeur refuge par excellence, eh ben, il va pouvoir être très pratique, notamment si demain il y a une grande dépression ou il y a un effondrement de la monnaie fiat comme l'euro. Eh bien, si vous avez du Bitcoin sur une carte bancaire crypto en plus, notamment comme vous avez Bitpanda en France, vous avez plein de moyens, vous avez Revolut aussi qui prend de la crypto. Vous avez Vancelian également, en plus c'est irlandais Vancelian, donc ça permet que si ponctionne l'État un jour, vraiment, pas en vrille, hein, désolé, hein, mais faut envisager le pire, quoi.
Donc pour justement se protéger et dormir tranquille la nuit. Si l'État français décide de ponctionner tous les comptes d'épargne des Français, tous les comptes français, et notamment Revolut, qui a un IBAN FR, je suis pas sûr qu'il soit à l'abri. Voilà, pour vous dire. Donc il y a Vancelian qui est pas mal aussi pour stocker ses bitcoins à la limite, et c'est un compte irlandais. Donc le IBAN c'est IE, voilà. Donc là il y aura pas de ponction sur ce compte-là, et vous avez la possibilité de mettre des euros. Par contre, il n'y a pas de possibilité d'investir dans le franc suisse via Vancelian. Bon, pourquoi pas, voilà, je vous balance mes trucs comme ça, après vous en faites ce que vous voulez. Et maintenant, du coup, voilà, très pratique, c'est que s'il y a un crash, numériquement, on aura la possibilité d'utiliser du Bitcoin, parce que l'or c'est bien, l'argent c'est bien, mais le problème c'est que ce sera pas pratique du tout. Hein, ramener avec d'autres pièces d'or pour acheter une baguette de pain, c'est dommage quoi. Que une pièce d'or vaudra bien plus que la baguette de pain. Bon, pour vous donner un peu ordre de grandeur. Hop, et maintenant je passe justement le Global Money Supply. C'est en train d'exploser en fait. Donc là on atteint des records sur records. Le Global Money Supply, qu'est-ce que c'est? C'est justement la totale liquidité qui est injectée dans le monde sur toutes les monnaies fiat. Donc on parle de l'euro, vous voyez, on parle du dollar, du yen japonais, du yuan chinois, renminbi et de l'euro, comme vous pouvez voir ici. Et donc, depuis, en fait, 2024, vous voyez, on est sur un échelon de temps de quelques années, et bien, ça n'arrête pas. Donc, il n'y a que le dollar et le yen japonais qui, pour l'instant, stagnent un peu sur l'année, on va dire, sur 2025. Mais ça repart à la hausse. Vous voyez que le dollar repart à la hausse, le yen japonais il stabilise mais il va repartir à la hausse parce que le Japon n'est pas en très belle situation économique, donc ils vont imprimer de l'argent. Et la Chine, regardez-moi cette bougie. On dirait même pas que c'est une courbe, on dirait vraiment c'est une bougie, mais il faut se mettre d'allumer la bougie pour avoir un peu de chaleur quoi. Non, donc c'est ça en fait le problème. C'est pour ça que je vous dis que la Chine actuellement est dans une très mauvaise passe parce que quand vous imprimez de l'argent comme ça en masse, ça rappelle pour moi vraiment la République de Weimar de 1919 à 1925. On connaît tous l'histoire. Donc là, la Chine, ils sont en train d'imprimer tellement d'argent que mécaniquement, tôt ou tard, ils vont faire vraiment chuter leur yuan. Et ce sera pas bon pour leur économie. Et l'euro, regardez l'euro. L'euro, on en est où? L'euro, regardez l'euro, pareil. Voilà, on n'est pas loin de la Chine, quoi, au final. Et ça, c'est sur entre 2024 et 2025. Donc l'euro, on n'arrête pas d'imprimer de l'argent pour en plus le donner à l'Ukraine. Voilà. Et là, on en est à vouloir taxer les poulaillers, quoi, en France. Bon. Donc tout ça, derrière, a un lien aussi avec le Bitcoin. Et donc, là où c'est intéressant également, c'est que le lien entre le global supply de la liquidité mondiale et le Bitcoin, eh bien, il est proportionnel. C'est-à-dire que vous voyez, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que quand la Global Money Supply a monté en termes de quantité, eh bien, le Bitcoin, en termes de prix, est passé également à l'offensive, à la hausse. Et inversement, quand le Global Money Supply s'est mis à chuter, et on a supprimé de l'argent sur le marché global, eh bien, le Bitcoin, lui, a perdu en puissance et a chuté en termes de prix. Et regardez où nous sommes là. Nous sommes ici, effectivement, et on a une énorme montée du global money supply, et ça n'est pas prêt d'arrêter. Que je vous dis, on fonctionne désormais sur les dettes. En plus, avec les tarifs douaniers, Trump a tout déstabilisé. Donc là, comme des fous, on est en train de faire fonctionner la planche à billets. Je serais pas étonné que là, maintenant, Jerome Powell, la Réserve fédérale américaine, qui a dit d'ailleurs la semaine dernière que c'était plutôt inquiet là, avec les marchés boursiers, donc il est prêt à intervenir, donc à injecter de l'argent, du dollar sur les marchés globaux, donc ça va péter quoi, ça va péter très fort. C'est ma conviction personnelle, c'est-à-dire que en plus, il y a toujours un décalage justement de 1 à 2 mois entre la valeur quelque part du M2 Global Liquidity Index, comme ça qu'on appelle cet indice-là, et la valeur du Bitcoin. Donc, logiquement, si le Bitcoin continue de se corréler à ce M2 Global Liquidity Index, dans les semaines, mois qui viennent, on va assister à une nouvelle explosion du Bitcoin et qui dépassera un ATH. Ce qui est ma conviction profonde et pas uniquement en me basant sur cet indicateur de performance, vous l'avez compris, parce que ça reste un indicateur de performance pour faire le lien entre le Bitcoin et le M2 Global Liquidity Index. Ok. Donc, voilà. Mais après, c'est le reste aussi, c'est les fondamentaux. Ce que je vous disais la semaine dernière dans ma présente vidéo, c'est que je suis convaincu que par les fondamentaux,
le Bitcoin, rien que ça, en tant que réserve stratégique de valeur désormais pour les Américains, eh bien ça va être pareil pour les autres pays. On l'a vu, c'est en train de se passer avec Binance qui a un peu lâché, je pense, les amarres et largué des petites infos qu'ils auraient peut-être pas dû d'ailleurs. Bon, voilà, donc ça commence quoi. Donc je pense que ça va, tout ça fait qu'on est dans un contexte où je suis convaincu personnellement. Alors, je suis obligé de vous dire effectivement, je ne suis pas un conseiller financier, hein, je rappelle, je n'ai pas des capacités de lire l'avenir, je ne suis pas devin, je ne prévois pas la météo, donc prenez avec des pincettes aussi, faites vos propres recherches, faites voilà, vos propres analyses logiques, en cohérence, etc. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, etc. Bon, voilà. Une fois que c'est dit, je continue. Voilà, donc c'est pour vous dire, voilà, pourquoi moi je suis convaincu personnellement que le Bitcoin va repartir à la hausse, c'est parce que toutes les planètes sont alignées. Et absolument tous les indicateurs l'indiquent au final. Alors après, vous avez des indicateurs techniques, plus ou moins bons apparemment sur tout ce qui est la technique de graphique. Donc là, je vous laisse voir d'autres youtubeurs ou experts vraiment en courbe d'analyse graphique pour me dire, ok, il y a des petits soucis, machin, ok. Donc peut-être que ce sera sur 2025, 2026, peut-être qu'il n'y aura pas effectivement des bonnes nouvelles sur le prix du Bitcoin, mais sur le moyen long terme, forcément, le Bitcoin est destiné à repartir à la hausse, comme l'or, au final, parce que désormais, il y a la même corrélation, la même valeur marketing et utilitaire désormais entre le Bitcoin et l'or. Voilà. Et on a vu la courbe de l'or, hein, ça ne cesse de grimper. On va en parler, ça a continué à grimper encore cette semaine. Bon, on a battu encore un nouveau record par rapport à l'euro pour l'or. Bon, allez, je continue avec notamment le VeChain cette fois. Donc là aussi, hein, ils ont officialisé enfin la chose avec Dana White, vous savez, le PDG de l'UFC de Power Slap, qui est désormais le conseiller principal, comme il appelle ça, le official advisor pour en fait, conduire l'adoption de masse au niveau mondial de la blockchain. Donc j'ai fait un petit, il y a un article qui est sorti là-dessus pour résumer la chose. Alors j'ai pris, vous connaissez la chanson, hein, ChatGPT, traduction français et petit résumé. Hop, donc le 14 avril 2025, VeChain, leader mondial dans les applications blockchain du monde réel, a annoncé l'arrivée de Dana White, PDG de l'UFC et fondateur de PowerSlap en tant que nouveau conseiller officiel. Il rejoint le physicien et prix Nobel Sir Constantin Novoselov au sein du comité consultatif de VeChain. Ensemble, ils visent à démocratiser l'adoption de la blockchain via une combinaison d'expertise marketing et scientifique. Bon. Donc Dana White, je rappelle, hein, c'est une puissance de feu, de frappe à lui tout seul parce qu'il gère une entreprise, donc l'UFC, qui a intégré une puissance de feu entre PowerSlap et UFC de 1 milliard de personnes à travers le monde. Vous avez à peu près 1 milliard de personnes à travers le monde, 950 millions pour être précis, je crois que c'est écrit dans le précédent article. Voilà, regardez, 950 millions de foyers. Donc c'est même pas de personnes, c'est de foyers à travers le monde, regardent régulièrement PowerSlap, un truc de baf là, bon, je n'ai même compris le délire, mais peu importe, et l'UFC également, voilà. Donc la puissance de feu marketing, je pense que c'est le sport ou un des sports qui est le plus regardé au monde au final et qui justement est très suivi également par Donald Trump. Vous avez montré la semaine dernière avec la photo où on voyait Sonny Lu, Dana White et Donald Trump se serrer la patte clairement et discuter ensemble. Bon. Donc, l'objectif de ce partenariat, eh bien, c'est de rendre la blockchain accessible au grand public en s'appuyant sur la notoriété de l'UFC, PowerSlap et d'autres communautés sportives. Donc là, on imagine que quand ils disent d'autres communautés sportives, eh bien, il y a d'autres partenariats qui sont en coulisses, pourquoi pas. Ensuite, Constantin Novoselov, pilier scientifique de VeChain, donc le prix Nobel est responsable des avancées technologiques et scientifiques de VeChain, notamment dans le développement durable, via des recherches sur le graphène et la capture du carbone. Il assure une base scientifique solide pour des projets de la blockchain. Ah, pourquoi pas, c'est vrai que c'est sympa. Donc deux projets majeurs lancés par VeChain, donc VBTRDAO que vous connaissez, et VeChain Renaissance, que là on va voir en termes de... Eh ben, on va voir le projet là cette année déjà avec, vous savez, je vous avais déjà parlé de la roadmap, hein, là on est en phase de Galactica. Il me semble en testnet, donc on aura la phase de mainnet qui sera lancée en juillet. Bon. On verra bien. Allez, donc ça c'est assez sympa ce qui se passe. Je continue. Autre petite nouvelle sur VeChain aussi très intéressant pour le VBTRDAO, c'est le listing de
du token B3TR sur L-Bank, donc une plateforme exchange indirectement. Donc on voit que vraiment il y a une... Alors L-Bank, c'est pas très connu, c'est pas une grosse plateforme exchange, mais la liquidité du coup va continuer à brasser sur ce token-là et ça avance. Très intéressant, surtout que je rappelle maintenant vous avez la possibilité d'avoir une carte bancaire Stella Pay pour payer directement vos objets de tous les jours, vos courses de tous les jours via le B3TR. Bon. Ensuite, en termes de statistiques, hop, bon, ça continue de grossir hein, clairement l'écosystème de VeChain, puisqu'on est désormais à 7 474 000 adresses nouvelles, un nouveau portefeuille connu. Avec, il y a un petit essoufflement quand même, je note, sur le nombre de nouvelles adresses en 24 heures. Ça, faut le dire quand même, mais faut dire qu'on a eu quand même une petite montée de folie, là, ça a décollé to the moon quand même pendant quelques temps. Ensuite, là, au niveau des tokens, qu'est-ce qui se passe là où on a vraiment, c'est impressionnant, c'est surtout le B3TR qui remporte la palme et qui fait décoller l'écosystème de VeChain, parce que regardez, donc on a toujours 1 519 000 adresses pour le VeChain, donc là on voit qu'il ne se passe rien pour VeChain, il n'attire pas de nouveaux investisseurs le VeChain, donc les investisseurs présents sont convaincus du projet, puisqu'on voit que ça ne bouge pas. Par contre, on n'arrive pas à déclencher une nouvelle arrivée d'investisseurs. Alors ça, c'est dommage, c'est même inquiétant hein, pour le VeChain, je vous le dis clairement. C'est pour ça que je pense que c'est primordial, et même il est temps, qu'on ait une refonte de l'écosystème en lien avec VeChain. Alors on voit que VTHO continue de grossir lui également, parce qu'il y a de nouveaux portefeuilles, hein, vous voyez, qui arrivent tous les jours. Et surtout, là où on voit vraiment qu'on a le driving de l'écosystème de VeChain, eh bien, c'est clairement le B3TR avec 1 119 000 nouvelles adresses, alors que, souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions à 1 60 000 adresses. Voilà, donc là, on n'est pas loin de gagner le 100 000 portefeuilles par semaine juste sur le B3TR. Donc, il se passe quelque chose vraiment sur la plateforme BetterDAO. Et donc ça va continuer, parce qu'en plus maintenant, il y a vraiment la puissance de frappe du marketing de l'UFC qui est vraiment officialisée. Que je rappelle, hein, VeChain avait son partenariat marketing depuis 5 ans, je crois, avec l'UFC, mais pas aussi étroitement que maintenant on voit que vraiment c'est le PDG qui est monté au front de l'UFC carrément, avec PowerSlap et tout, et qui vraiment prend la main avec VeChain. Donc en tant que conseiller, on imagine même ça va être le directeur marketing en fait. Donc là, vous avez un directeur marketing du feu de Dieu, quand même, quand on voit un peu ce qu'il a été capable de mettre en place. Bon, donc plutôt sympa ce qui se passe pour VeChain. Moi, j'ai hâte, je vous avoue, surtout de la refonte. La refonte de VeChain Renaissance. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Juillet, août, on doit avoir des nouvelles. Et puis de toute façon, on verra bien. Et enfin, la refonte de la dynamique avec le VTHO et tout, ce sera plutôt en fin d'année 2025. Bon, il faut être un petit peu patient pour voir tout ça, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie pour avoir des bonnes nouvelles sur l'écosystème de VeChain, toujours. Allez, donc j'ai fini pour VeChain, je vais passer maintenant à Ultra, enfin. Donc ça fait très longtemps, c'est vrai que je n'ai pas fait le point sur ce projet, donc vous voyez, regardez, là je suis sur leur site internet où ils ont balancé, alors ça fait 11 février, hein, ça fait un petit moment, donc j'avoue, j'aurais dû le passer avant quand même, mais bon, j'ai pas le temps quoi, puis bon, voilà, un peu débordé aussi sur d'autres choses, parce que je fais pas que ça, hein, j'ai mon travail, puis encore d'autres projets aussi sur le feu, donc faut que je puisse gérer tout ça, et bon, pardonnez-moi, hein, voilà, je ne devais pas en parler avant. Mais du coup, voilà, Ultra, la vision pour 2025, c'est-à-dire le futur du gaming. Et donc là, regardez, je fais pareil, ChatGPT, petit article, résumé en français et traduction, tranquillou. Donc je vais vous sortir tout ça, si ça veut bien marcher, voilà. Donc c'est parti, donc là vous voyez, on a clairement, donc 2025 s'annonce comme une année décisive pour Ultra, donc rien que ça. Ils ont une vision claire et surtout ils ont un objectif. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est devenir le Netflix du gaming et donc concurrencer carrément hein, le ponte actuel du gaming, c'est Steam. Je rappelle que rapidement dans la différence entre Steam et Ultra, moi ce qui m'a vraiment attiré dans mon investissement dans cette plateforme, c'est que Steam, voilà, c'est le leader number one mondial, il n'y a rien à dire, c'est un ponte mastodonte, bras des dizaines, centaines de milliards tous les ans, avec des dizaines de millions de joueurs à travers le monde, mais ce qui est
vraiment compliqué avec Steam, c'est que quand vous achetez un jeu sur Steam, et d'ailleurs sur n'importe quelle plateforme dématérialisée numérique, les jeux ne vous appartiennent pas. Vous achetez en fait une licence. Donc demain, la plateforme, elle coule, elle retire un jeu de la circulation, ben, vous l'avez dans l'os, vous avez payé en fait une location. Voilà, c'est vraiment le terme. Et d'ailleurs, il y a eu l'UFC qui avait fait un porte-plainte contre Steam, qui avait essayé de remporter un procès, justement pour faire en sorte que les joueurs aient vraiment la capacité d'acheter réellement, d'être les propriétaires de leurs jeux sur Steam et d'autres plateformes, et finalement ils ont perdu l'UFC leur procès. Donc on est vraiment dans un monde de pourri quoi. Donc vous achetez un jeu, ça je vous dis, faites gaffe quand vous êtes sur une plateforme qui ne vous appartient pas réellement. Vous achetez une location. Encore une fois, je le dis, vous allez dans les conditions générales, vous savez, de vente, et vous trouverez tout qui est listé. Et d'ailleurs, Steam le déclare très bien. Et même, je crois que maintenant, quand vous achetez un jeu, vous avez une petite phrase qui apparaît justement où ils sont obligés de préciser que les jeux ne vous appartiennent pas réellement. Bon, bref. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec la plateforme Ultra, c'est que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est justement avec la tokenisation d'actifs. Et là, on en revient aussi au RWA, mais dans le milieu du gaming. Donc, quand je parle de sous-narratif, on voit bien qu'il y a un lien également toujours avec le RWA. Et donc là, le rôle, c'est de tokeniser les jeux vidéo. Donc quand vous achetez un jeu vidéo sur Ultra, il vous appartient réellement parce qu'il est associé à la blockchain, donc vous l'achetez et vous avez la capacité de le revendre. Et oui, donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on a vraiment la capacité d'être propriétaire de son jeu vidéo de façon numérique, avec la possibilité qu'une fois que vous l'avez terminé, vous en avez marre, donc voilà, vous avez envie de tout vendre, eh bien vous êtes capable de revendre en fait ce jeu qui est tokenisé, donc mis sous forme de NFT, et de le revendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est là où c'est la révolution, donc on rentre vraiment dans quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Et donc là, les 3 piliers fondamentaux d'Ultra, je vous rappelle qu'est-ce que c'est un écosystème, c'est une plateforme tout en un avec une distribution de jeux, tournois, fonctions sociales, outils financiers. La blockchain, comme je vous disais, une blockchain dédiée au gaming pour les transactions et une propriété donc fluide. Et bien sûr, la monnaie, c'est donc, je rappelle, le token de la plateforme Ultra qui fait vivre cette plateforme-là, c'est le UOS avec la devise centrale du gaming. Bref, allez, je continue avec la feuille de route, cette fois de 2025. C'est là où ça intéresse tout le monde. Donc, la stratégie de croissance ambitieuse. Donc, il vise une institutionnalisation. Ultra entre dans le grand bain. Ultra, en fait, sort de la bulle Web3 pour viser le grand public, avec notamment, alors là, j'ai peut-être parlé, le partenariat avec Thomson Computers, où, en fait, par défaut, je rappelle, tous les ordinateurs qui sont en lien avec Thomson Computers, alors je crois que c'est européen en plus, il me semble, hein. J'ai peut-être des bêtises, mais de mémoire, il me semble que c'est une entreprise européenne qui fabrique des ordinateurs. Donc, toute catégorie, hein, je crois, des ordinateurs portables et des tours de bureau. Et donc avec ce partenariat-là, eh bien Ultra sera directement par défaut intégré en mode usine sur ces ordinateurs-là. Voilà, bon, pourquoi pas. Donc ensuite, il y a les acquisitions stratégiques. C'est là où ça devient intéressant. Ultra envisage d'acquérir des entreprises en difficulté dans le secteur du jeu vidéo comme des studios, techno et également des services pour accélérer son expansion sans tout développer en interne. Pourquoi pas. Engagement et rétention, donc Ultra ne veut pas juste être une bibliothèque de jeux. Voilà. C'est là où ça devient intéressant, mais un lieu social comme Spotify ou Instagram. Donc ils ont vraiment une vision, ils veulent vraiment faire quelque chose, et surtout ils mettent ça en place sous forme, vous voyez, donc là par exemple pour 2025, qu'est-ce qui va être fait? Eh bien sur le premier trimestre, déjà on a pu voir la connexion entre l'Epic Game Store, Discord et Twitch. Voilà, vous avez déjà accès via ces plateformes-là à Ultra. Ensuite, ils ont prévu de lancer ce qu'on appelle le Ultra Dex, c'est-à-dire la plateforme exchange décentralisée, où ils vont forcément bien remporter de l'argent, parce que moi, ma seule crainte sur ce projet, c'est la capacité, enfin, c'est pas la capacité, c'est l'aspect flou des financements. Ça, je vous avoue, j'en ai toujours parlé, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Ultra, c'est le seul point négatif, parce que je ne suis jamais arrivé à mettre la main, contrairement à VeChain, contrairement à Ripple, avec le XRP, même Ondo, on voit de toute façon, c'est tellement institutionnalisé, ils ont tellement de partenariats que eux, même pas besoin de regarder leur financement. Et par contre, Ultra, je ne suis jamais arrivé à mettre la main sur leur financement, leurs résultats financiers, etc. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, c'est la chose qui m'inquiète. Donc, pour ça, je vous dis, prenez avec des pincettes un peu le projet Ultra. Faites attention à cet aspect-là, parce qu'ils ont des excellents fondamentaux, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, ils ferment du jour au lendemain parce qu'ils sont en perte de financement. Voilà. Je vous le rappelle, hein, clairement. Après, donc c'est un pari que vous faites sur si vous investissez dans ce projet. Ensuite, il prévoit également l'extension du wallet Ultra avec les multi-tokens.
plus d'exchange pour le US qui dira donc plus de liquidité, une nouvelle tokenomics et une solution de vesting avec le ASH. Alors, je n'ai pas étudié cette question-là, mais c'est vrai que ça a l'air intéressant, on va voir. Ensuite, deuxième trimestre 2025, donc ça va commencer directement, refonte de la boutique de jeux, ils veulent mettre en place un système de gamification, des applis perso pour YouTube et Twitch, un bridge blockchain et des transactions plus rapides au niveau technique, et enfin le lancement du staking pour le UOS et un hub communautaire. Ensuite, pour le troisième trimestre 2025, là on va arriver à des choses intéressantes, ils vont ajouter massivement des jeux. Alors là, est-ce que ce sera des jeux de type AAA ou des jeux indépendants ou autres? C'est là où ça va être intéressant de voir, parce que si on commence à avoir vraiment un catalogue de jeux fourni avec des jeux de type AAA, comme on trouve sur Steam ou autre, là on pourra vraiment parler de concurrence formelle hein, pour Ultra par rapport à Steam. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils n'ont pas assez de jeux de type AAA pour prétendre à pouvoir rivaliser avec Steam, même de loin, quoi. Ensuite, un hub centralisé pour découvrir les jeux, des cartes cadeaux, un peu comme Fnac et compagnie, des apps préinstallées sur les PC. Ah voilà, ce que je vous dis, donc c'était ça. C'était bien les apps préinstallées sur les PC Thomson Computers. Des outils pour les développeurs, donc Ultra RNG, je ne sais pas ce que c'est du tout. Plus de tokens sur le DEX et le bridge. Donc là où ça va être intéressant, vous savez, pour leur aspect justement financier, c'est qu'avec la plateforme décentralisée, donc le DEX là, pour le Ultra, ils vont pouvoir enfin gagner de l'argent, j'espère en tout cas, à ce niveau-là, puisqu'ils vont forcément prendre leur petite commission sur les frais de transaction, vous savez, sur les DEX, hein, clairement. Donc pourquoi pas. Et le quatrième trimestre sera dédié quelque part au marketing et au marketplace, puisqu'il y aura des systèmes qui seront mis en place pour les amis, chat, notifications, un peu comme messagerie sur Steam, hein, clairement. Un marketplace disponible directement à partir du web, des mints sponsorisés de NFT, ça peut être intéressant, ouais. En gros, des ICO quelque part de NFT, des récompenses en NFT via le staking et des accessibilités accrues du EOS, voilà. Donc, franchement, il y a des belles choses qui s'annoncent pour 2025 et s'ils continuent cette lancée-là, forcément pour 2026 pour le Ultra. Après, voilà, je répète hein, que moi, mon seul point rouge pour ce projet, c'est que j'ai pas été capable. Alors peut-être, j'aimerais bien, si quelqu'un a justement été capable de mettre la main sur ces résultats financiers de Ultra, franchement, je suis chaud pour les partager parce que j'aimerais bien les voir. Justement parce que c'est quand même primordial pour être rassuré en tant qu'investisseur quand on investit sur ce genre de projet, de connaître un minimum voilà, l'état financier de la boîte, quoi, tout simplement. Hein. Bon, pourquoi pas, voilà. C'est tout, je continue, là j'ai un autre petit article pour vous présenter pour Ultra, voilà, où là c'est intéressant, ils annoncent, justement c'est un article de cointribune.com, la clôture d'un financement de 12 millions de dollars et également une nouvelle phase de croissance ambitieuse. Donc Londres, 3 avril, Ultra, la plateforme tout en un pour les gamers, les éditeurs et les développeurs, a clôturé un tour de financement de 12 millions de dollars mené par le bureau multifamilial basé au Luxembourg Noya Capital, via son fonds Noya Digital Asset. Donc je rappelle que Noya Capital, c'est un gestionnaire d'actifs un peu à l'image de BlackRock, alors bien sûr moins puissant hein, forcément, mais qui est quand même intéressé. Donc vous voyez que là, on voit bien que quand je vous dis le narratif du RWA et du sous-narratif gaming avec les NFT et tout, la tokenisation des jeux, c'est un marché quand même lucratif et donc qui attire justement les institutionnels, notamment comme Noya Capital, sur cet aspect-là. Donc c'est intéressant. Et là, Ultra a annoncé que ces 12 millions de dollars allaient en fait permettre de financer des nouveaux talents, des développeurs, des marketeurs, enfin, tout le tralala que vous voulez pour développer une société. Bon, allez, je continue. Cette fois, je rebascule sur les institutions financières et notamment avec Ondo Finance, hein, parce que Ondo Finance est vraiment en train de devenir, et je vais vous montrer comment et pourquoi, une institution financière à elle toute seule. Clairement. Et donc là, vous voyez, Ondo Finance, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous sommes en train d'apporter le USDY, c'est-à-dire le fonds tokenisé du bon trésor américain le plus populaire du monde, hein, comme ils le disent, par le nombre de détenteurs sur le réseau de Stellar ORG, c'est-à-dire la plateforme Stellar, qui est l'équivalent du XRP. Alors, je sais pas, je ne crois pas en avoir déjà parlé réellement du Stellar Lumens, donc de ce XLM. Hein. XLM avec la blockchain Stellar, c'est l'équivalent de XRP, mais si XRP est dédié aux institutionnels, le Stellar avec le XLM est dédié aux particuliers.
Voilà, en termes de paiement transfrontalier et tout. Et c'est vrai qu'il y a des très belles choses qui s'annoncent sur Stellar. Mais encore une fois, les amis, j'ai pas assez de temps pour parler de tout ça, de tous ces beaux projets. Donc, je suis obligé de sélectionner un minimum, hein. Voilà, bon. Allez, je continue. Donc, c'est pour ça que je vous passe le petit article justement sur le XLM, là, sur Stellar. Donc, Stellar, en fait, voit, dans un article de CoinDesk, vous voyez, Stellar voit en fait 3 milliards de dollars, en fait, qui sont en train de venir on-chain en 2025 sur la blockchain en général pour la tokenisation d'actifs. Donc, The Stellar Blockchain a mis en place de nouveaux partenariats avec Paxos, Ondo, Etherfuse et SG Forge. Et GeForce, il me semble que c'est une filiale de Société Générale, donc française. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on voit que vraiment, il y a un cercle restreint qui se réduit de plus en plus pour justement les institutionnels qui mettent leur bille dans le RWA de près ou de loin. Vous voyez, par les financements de près ou de loin. Et enfin, je vous montre pourquoi justement on est en train d'assister au décollage du RWA notamment et surtout même à l'officialisation des projets comme Ondo qui deviennent en fait des institutions à part entière. Et ça, car là, on voit effectivement, vous savez, la courbe des bons du trésor américain avec, vous voyez, eh bien, tous les géants du RWA actuellement qui permettent justement la tokenisation des bons du trésor américains. Et regardez, on a donc en leader BlackRock. Donc, vous voyez ici, BlackRock, ils sont en vert foncé. Là, on voit qu'il y a une grosse évolution. C'est eux qui captent une grosse partie du marché, mais pas totalement, hein. Contrairement aux ETF, notamment Bitcoin, et bien là, sur les bons du trésor, on voit que BlackRock n'a pas peut-être le monopole total du marché de la tokenisation des bons du trésor américains. Derrière, en deuxième, vous avez Ondo Finance, regardez un petit peu, Franklin Templeton, Superstate, Wisdom Tree et d'autres. Donc on voit que vraiment les deux leaders actuels du moment pour les bons du trésor américains en termes de tokenisation, c'est Ondo Finance et le fonds Buidel de BlackRock. Et regardez, outre cet aspect de compétition acharnée entre BlackRock et Ondo Finance, regardez un peu l'évolution du marché qui est en train vraiment d'exploser. C'est-à-dire qu'on a eu entre 2023 et 2024 une petite évolution globale en constante augmentation. On voit que 2024, allez, ça a commencé à prendre une bonne vague. C'est-à-dire que la petite vague sur l'océan s'est transformée en une grosse tempête. Et enfin, 2025, c'est le tsunami qui est en train d'arriver et ça va continuer. Parce que là, on l'a compris, le narratif du RWA qui est compris et voulu par les institutionnels parce qu'il est bien trop puissant et efficace pour révolutionner les marchés en fait financiers mondiaux. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Donc, c'est pour ça qu'on a un raz de marée financier et de capitaux qui se dirigent vers la tokenisation. Et ça, c'est pour les bons du trésor américain. Mais vous l'avez compris, tout est tokenisé en ce moment sur l'écosystème financier mondial. Bon, donc voilà pour Ondo. Vous avez compris que là, Ondo, c'est du lourd parce qu'ils arrivent à rivaliser sur leur propre terrain, quelque part, en fait, le fonds Buidel de BlackRock. Donc bravo à Ondo. Je continue maintenant avec le XRP et Ripple, avec un article de journalducoin.com. Donc Ripple aide au lancement d'un futur ETF XRP de Hashkey pour le marché Asie-Pacifique. Et donc là, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que la région administrative RAS, donc chinoise de Hong Kong, est très en avant dans l'adoption réglementaire et institutionnelle des crypto-monnaies. Donc la société d'investissement crypto HT Capital basée à Hong Kong vient d'annoncer le lancement d'un ETF XRP avec l'intention de le convertir en un fonds négocié en bourse ETF à l'avenir. Voilà, donc on n'est pas loin en fait d'un ETF. Donc après l'ETF XRP brésilien, on va avoir l'ETF XRP maintenant chinois. Donc comble du comble, il ne manquera plus que l'ETF XRP américain, en sachant que le XRP quand même vient à la base du Ripple, qui est une société américaine. Donc quand même, c'est le comble que ce sera la dernière région mondiale à avoir un ETF XRP, ce sera au final aux États-Unis, et je parle même pas de l'Europe, parce que de toute façon, on n'a rien compris. Alors un peu plus, un peu moins, voilà. Ensuite, un article de Cointelegraph France, XRP Ledger sur le point de connaître une adoption accrue avec ce deal inattendu. C'est un article de Cointelegraph France, je rappelle. Donc voilà, on a le XRP Ledger pourrait devenir un acteur majeur de la tokenisation des actifs réels. Donc là, on revient encore une fois, vous voyez, à la tokenisation des actifs au RWA. Donc on voit que ça n'arrête pas. Les nouvelles s'enchaînent. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez compris en tant qu'institutionnel
justement la puissance de la tokenisation d'actifs, eh bien ça n'arrête pas, ça ne fait que grossir. Voilà, et donc l'acquisition par Ripple, en fait, il parle aussi de la société de courtage, j'en ai parlé la semaine dernière, de Heidenrode pour 1,25 milliard de dollars, marque un moment décisif. Là, vous avez expliqué un petit peu, parce que là, on a des parts du marché qui vont justement rentrer à travers le XRP Ledger sur l'écosystème mondial. Donc, imaginez, c'est David Schwartz lui-même qui le dit, qu'une partie de cette activité au sein, en fait, de Heidenrode soit convertie, migrée vers le XRP Ledger. Et donc, en plus, c'est marqué, c'est exactement ce que prévoit Heidenrode. Eh bien, ça va faire péter justement les volumes de transactions sur le XRP Ledger. Forcément, parce que Heidenrode, il brade des milliards de dollars chaque année, voire des trillions. Donc, c'est du lourd. Et donc, vous voyez que là, pour l'instant, effectivement, XRP, et avec le XRP Ledger, est vraiment à la traîne sur tout ce qui est la tokenisation d'actifs en termes de volume d'échange sur sa plateforme. Et ça va changer justement avec l'objectif du Heidenrode. Et donc le marché des RWA poursuit sa croissance malgré la conjoncture. Regardez un petit peu les prédictions, c'est très intéressant. Donc Standard Chartered a prévu d'ici 2034 que le marché de la tokenisation d'actifs sera estimé à 30 trillions de dollars. Boston Consulting Group, eux, ils très souvent ils disent d'ici 2030, c'est un marché qui sera estimé à 16 trillions de dollars. Et Citi, eux, prévoient 5 trillions de dollars. Et enfin, McKinsey et compagnie, vous savez, la fameuse entreprise célèbre pour ses scandales, notamment en France, ces fameux contrats à plusieurs millions d'euros, eh bien, eux, ils estiment à 2 trillions de dollars le marché de la tokenisation d'actifs d'ici 2030. Je pense qu'on sera plus proche des 16-30 trillions, parce que vous voyez que quand je vois ça, quand je vois la courbe ici, vous avez compris que c'est une ligne droite. Ça ne fait que monter. Et là, pour l'instant, vous voyez que ça, c'est pour les bons du trésor américain. Nous sommes à peine à 4 milliards de dollars. Donc, imaginez 4 milliards de dollars. Et déjà, c'est une énormité. 4 milliards de dollars, c'est bien. Mais imaginez si un jour, tout ce qui est le système de la tokenisation d'actifs atteindra entre 16 et 30 trillions de dollars. Imaginez. Ça représente un fois 100 à fois 1000 en termes de marché par rapport à un 4 trillions de dollars, milliards de dollars, pardon, à partir de maintenant. Donc on a un potentiel incroyable qui se profile devant nous, quoi. Voilà, faire les calculs mathématiques. Ensuite, bon allez, je passe cette fois aux actualités crypto en plus général, j'ai fini sur les projets. Donc là, les cryptost.fr, les stablecoins font mieux que Visa, 13 500 milliards de dollars de volume en 2024. Donc, le Bitcoin est sorti en 2009, donc 16 ans. Depuis, on a entre-temps sorti donc, des projets crypto comme Ethereum, XRP, etc. Et notamment les stablecoins qui ont maximum, allez, 10 ans. Maximum. Et en 10 ans, donc les stablecoins font mieux que Visa, Mastercard, compagnie, sont les leaders en termes de paiement, carte bancaire, notamment dans le monde, en termes de volume. Imaginez quand même le potentiel d'évolution derrière que ça représente. Donc avec environ 13 500 milliards de dollars de volume en 2024, les stablecoins ont fait mieux que Visa. Au premier trimestre 2025, d'autres records ont été battus. C'est-à-dire que ça ne fait que monter. Donc on voit que là, la stratégie de Donald Trump de miser le paquet sur la crypto-monnaie, et notamment sur les stablecoins indexés au dollar, parce que je rappelle qu'en plus, les stablecoins ici, 90% du volume des stablecoins au niveau mondial sont dans les mains du dollar parce que c'est le USDT et c'est le USDC de Circle, c'est les stablecoins sans dollar. Donc tous les volumes de transactions sur les crypto-monnaies, 90% en tout cas, se font sous le dollar. Voilà. Donc l'hégémonie américaine, elle est là en fait. Déjà, et c'est le plus drôle dans tout ça, c'est que ça a été fait au moment où les régulateurs américains étaient contre les stablecoins. Donc c'est là où c'est vraiment marrant, quoi. Alors qu'en fait, ça ne fait que aider les États-Unis à renforcer leur hégémonie au niveau mondial grâce à leur dollar, alors que leur vrai dollar, lui, est en train de péricliter au fur et à mesure du temps face aux BRICS notamment. Bon, donc allez, je continue. Un autre article de cointribune.com, donc Coinbase atteint 100 milliards de dollars en volume futur Bitcoin malgré les turbulences tarifaires, donc nouveau record, clairement. Donc on voit que là,
vous voyez, c'est-à-dire malgré la tempête, on va dire, malgré la chute des prix, que c'est vraiment pas grand-chose en plus, on parle de 30% sur le Bitcoin, et une chute des prix de 50% sur les altcoins. Ça fait mal, c'est clair. Mais quand on voit les fondamentaux derrière sur la crypto-monnaie, sur le web 3.0, c'est une énormité. Les institutionnels l'ont compris parce qu'ils engrangent des records sur records en termes de volume d'échanges sur leur plateforme. Voilà. Donc ensuite, je continue avec un article de Cointelegraph France. Donc près de 60% des fonds mondiaux de capital risque sont désormais dirigés vers l'IA. Ah. Là aussi, imaginez un petit peu le délire que ça représente en termes d'investissement. Donc aujourd'hui, on a vraiment des narratifs très précis qui se précisent en termes d'investissement. C'est le RWA, la tokenisation de l'actif et l'intelligence artificielle. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est les fonds mondiaux de capital risque, les hedge funds, BlackRock, tout le tralala institutionnel, ils se dirigent vers l'intelligence artificielle à travers des sociétés comme OpenAI, Grok, notamment avec Twitter là, mais également dans la crypto-monnaie avec Fetch.ai, parce que demain, ok, vous avez l'intelligence artificielle, c'est bien, mais si l'intelligence artificielle, elle vous dit de la daube, clairement, on peut voir sur ChatGPT, hein, elle n'est pas infaillible du tout, vous posez des questions, des fois, elle vous répond à côté de la plaque, clairement. Donc, le principal problème qui va à un moment avoir lieu avec l'intelligence artificielle, c'est la fiabilité de ce qu'elle raconte. Et là, bah, vous n'aurez pas le choix de faire le lien entre l'intelligence artificielle et la blockchain pour assurer la transparence et la fiabilité des données. Bon, et ben là, ça va donc du coup coupler blockchain plus intelligence artificielle, et c'est pas compliqué, il n'y a pas 36 millions de crypto là-dedans, il y a Fetch.ai avec les agents autonomes, et il y a Bitsensor de le TAO là, actuellement à 200 $, je crois, l'unité du token, bref. Voilà un petit peu où on en est, donc on voit que on n'est qu'au début d'une révolution vraiment majeure au sein de l'écosystème mondial au final financier, quoi. Bon, allez, cette fois, je passe à des nouvelles moins sympas. C'est une nouvelle l'actualité économique, on va dire générale. Donc là, Empruntis, donc moins 0,25 points de base sur les taux directeurs. La Banque Centrale Européenne réagit aux tensions commerciales. Donc là, on a, marrant, on voit un découplement entre la Banque Centrale américaine et la Réserve Fédérale américaine, où eux, ils stabilisent avec Jerome Powell là, leur taux directeur autour des 4%, 4,25%, il me semble, de tête. Ce qui fout Trump d'ailleurs en rage, hein, parce que Trump là veut justement que la Banque Centrale américaine baisse ses taux directeurs pour relancer quelque part les capitaux, l'économie. Et il y a un blocage au niveau de Jerome Powell, vraiment qui lui ne veut pas baisser les taux directeurs parce que justement il renvoie la balle à Trump en disant bah, les tarifs douaniers, vraiment ça fait shooter, ça fait une grande déstabilisation du marché mondial, donc on va laisser les taux directeurs de la Banque Centrale américaine hauts justement pour contrer l'inflation, parce que là, ce que vous faites en gros Donald Trump, c'est justement relancer l'inflation. Bon, donc il y a un combat déjà de coq là entre les deux. Donald Trump en est même venu à laisser fuiter l'information qu'il voulait remplacer Jerome Powell, donc carrément. Et donc, du coup, nous, bah, inversement, en Europe, on fait baisser justement les taux directeurs. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on est arrivé à maîtriser l'inflation. Mais après, c'est du foutage de gueule aussi, parce que là, on nous dit le combat contre l'inflation est terminé, est fini, on a gagné. Sauf que on reste l'inflation à des prix très hauts, hein. Je rappelle que l'inflation, c'est l'augmentation des prix. C'est pas la valeur des prix. C'est-à-dire quand on dit on a fait baisser l'inflation, on a fait baisser l'augmentation des prix. Voilà. Ça ne veut pas dire on a fait baisser les prix. Et donc on a l'impression que c'est vraiment la victoire économique à fond, alors que les prix aujourd'hui, bah ok, si on sont retombés sous les 2%, je crois, mais on a quand même par an au minimum une inflation à entre 1 et 2% par an. Voilà, donc on en revient au cadre, c'est que la Banque Centrale Européenne considère, comme toutes les banques centrales dans le monde, qu'une optimisation globale économique, c'est d'assurer une inflation entre 1 et 2% par an. Et que si vous, en tant qu'épargnant, vous n'allez pas au-dessus plus vite que cette inflation en termes de rendement financier, eh bien vous vous faites défoncer par l'inflation. Voilà. Bon, allez, je continue avec leséchos.fr. Face à l'incertitude de Trump, les Américains se tournent vers les banques. Ça, je trouve très intéressant parce que justement, je vous disais, hein, moi je parle du franc suisse en termes d'épargnement, d'épargne pour placer son argent. Eh bien, vous voyez que c'est général. C'est-à-dire que les Américains, avec toutes les incertitudes qui se passent aux États-Unis, ils ne se réfugient pas vers le dollar, ils se réfugient vers le franc suisse. Clairement, parce que les banques suisses, bon, ou alors ils placent leur argent dans les banques suisses. Mais donc derrière, on voit bien que voilà, la monnaie fiat la plus solide au monde, que tout le monde pense directement en cas de crise, eh bien, c'est le franc suisse.
clairement. Bah, donc là, ça revient un peu à ce que je vous disais plus tôt, c'est que donc on a en l'ordre l'or avec l'argent également, avec d'autres dérivés. Donc l'or, argent, physique, tangible, pas les ETF, hein, clairement, faut éviter, parce que là, c'est tromper quelque part l'utilité principale de l'or qui est de protéger son épargne. Voilà. Avec des denrées tangibles. Après, vous avez le Bitcoin qui, lui, justement, fait office de praticité contrairement à l'or, qui est tangible mais pas pratique. Et bien, le Bitcoin, lui, est intangible mais pratique. Et enfin, vous avez le franc suisse qui reste quand même, on va dire, entre les deux, entre l'or, c'est-à-dire en termes de valeur refuge, et le Bitcoin en termes de valeur intangible, numérique et pratique. Voilà, donc je pense qu'avec ces trois aspects-là des choses, si vous arrivez à diversifier, vous êtes pas mal, quoi, en fait. Bon, après c'est mon avis, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais vaut mieux diversifier un peu dans des catégories comme ça, que de mettre tous ses œufs dans le même panier, et qu'au cas où ça pète, ça se passe pas bien, ben, vous perdiez tout, quoi. Bon, allez, je continue avec la tribune.fr. Donc, surtaxe, Trump, Japon, Vietnam, Taïwan, l'Asie se prête à Washington pour négocier. Les grandes économies exportatrices d'Asie multiplient les visites aux États-Unis pour tenter d'obtenir un compromis sur les taxes douanières américaines, tirant profit du sursis partiel de 90 jours. Enfin, c'était publié au 17 avril 2024. Donc là, on peut dire ce qu'on veut de Trump. Alors, je vois partout qu'on dit il est fou, machin, mais non. C'est juste un businessman de folie. Le gars, il a déstabilisé les marchés boursiers donc mondiaux en disant, bah écoutez, on va renégocier tout ça. Et en plus, c'est logique, c'est-à-dire que les Américains, ils se prennent des taxes douanières enfin réciproques en gros, depuis la nuit des temps, avec des choses qui sont pas du tout équitables. Donc quand on voit que, je crois que c'est la Chine, elle taxe à hauteur de 60% les États-Unis, et qu'en retour, les États-Unis taxaient en fait 10%, alors, dans Star Wars, je crois que c'est le Vietnam, je suis pas sûr, hein, mais en tout cas, il y a un pays, c'est comme ça. Mais j'y mets, effectivement, il y a un souci. Donc, juste de rééquilibrer et de mettre bah, les États-Unis taxent 60% pour 60%, c'est logique en fait. Voilà, et ça fait. Et on dirait en fait que Trump, c'est le mauvais. Voilà, c'est le fou. Non, c'est juste logique. On appelle ça les tarifs réciproques. Donc, c'est pas des tarifs pour le tarif, c'est les tarifs en fait qui sont équilibrés par rapport à ce que l'autre pays a mis dans la tronche des États-Unis, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc nous, l'Europe, bah, c'est pareil. On représente une balance structurelle, commerciale en déficit pour les Américains, en défaveur des Américains. Donc c'est nous, pour le coup, l'Europe, qui profitons quelque part de nos tarifs sur les États-Unis. Donc forcément, on s'est mangé un 20% à la gueule parce que bah, il a mis des tarifs réciproques. Tout simplement. Donc là, avec ces surtaxes, qu'est-ce qu'il fait Trump? Eh ben, il dit, bah écoutez, puisque c'est comme ça, ben, moi je balance tout ça, je mitraille les tarifs douaniers, et résultat, tout le monde se bouscule à son portillon, il est en position de force pour négocier. Ça s'appelle la puissance de feu de négociation. Voilà. Et donc maintenant, on va se retrouver, et je suis prêt alors peut-être pas à parier, qu'on ne sait pas du tout, c'est tellement imprévisible en ce moment, mais il y a plein de pays qui vont arriver à négocier avec les États-Unis et on va se retrouver avec des taxes à zéro dans tous les sens. Il va y avoir des suppressions de taxes dans tous les sens pour les États-Unis. Et donc les États-Unis vont se retrouver à même pas taxer les autres pays. Ils vont dire, bah ok, vous supprimez vos taxes, nous on bouge pas nos taxes. Voilà. Imaginez, on parle donc du coup de taxes à la base où c'est les États-Unis qui étaient perdants, et au final, ben, tout le monde va baisser ses taxes contre les États-Unis pour pas se faire défoncer en retour par les tarifs douaniers de Trump. Voilà, donc ça s'appelle juste de la négociation bon sens pour un businessman, quoi, et pas un idéologiste woke comme nous on peut le voir en Europe, quoi. Ça c'est clair. Donc c'est sûr, ça fait pas plaisir à voir pour les wokistes. Ouais, ça c'est sûr. Bon. Allez, je vais continuer avec un autre article de RTL. Donc, édito budget 2026, 40 milliards d'économies. La France n'en a jamais été capable, tranche Martial You. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a annoncé le 13 avril sur RTL des économies de 40 à 50 milliards dans le budget 2026. Ah ben oui, effectivement. Donc là, l'analyste Martial You a dit qu'en fait, on n'a jamais été capable, dans l'histoire de la France, de faire une économie de 40 milliards. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, avec le contexte et les ploucs qu'on a à la tête de l'État, on soit capable de faire 40 milliards d'économies de la part de l'État? Non, ou alors si on arrive à faire 40 milliards d'économies, ce ne sera pas des économies qu'on va faire. C'est des nouvelles taxes. Voilà, donc là on voit la douille qui va nous tomber dessus encore en 2026. C'est qu'on va se taper des taxes de merde encore, ou voilà, ou des TVA augmentés, ou je ne serais pas étonné, mais ils vont trouver quelque chose, parce que les économies, ils ne savent pas faire. Hein. Bon, donc voilà, on en est en Europe en fait. On en est là. On en est là à plus savoir comment trouver de l'argent, quoi.
C'est fou. Et donc, bah allez, maintenant je passe sur boursorama.com avec le cours de l'euro par rapport au dollar. Vous avez compris que là, bah, vu le contexte actuel, comme les États-Unis sont très déstabilisés là, ils sont en train de mettre la pagaille avec les tarifs douaniers, eh bien on garde pour l'instant un euro fort. Donc je pense que tant que les tarifs douaniers sont bas soldés en termes d'épisodes impromptus, on aura toujours cet euro qui restera fort par rapport au dollar, mais de façon temporaire, vous l'avez compris. Hein. Donc, je ne vais pas réexpliquer, parce que j'avais déjà expliqué la semaine dernière, mais vous l'avez compris que bah, c'est lié forcément à ce qui se passe actuellement avec la chute du dollar, en fait, liée au tarif douanier. Au niveau du CAC 40, des tarifs boursiers, on voit là, donc là j'ai remis sur un aspect de 5 ans. On voit que là, en 5 ans, le CAC 40, donc la France, a été le moins performant en termes de valeur boursière. Sur un an, on a eh bien, le CAC 40 qui a fait moins 10%. Donc, vous imaginez que sur toute une année, on a fait moins 10%. C'est-à-dire qu'on a été pire encore que l'indice japonais, alors que eux, ils ont eu leur crash, notamment lié au yen. Et alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était l'année noire pour le Japon, hein, clairement, avec leurs bons. Alors, je ne sais plus si c'était leur bon du trésor japonais. Bref, il y a eu vraiment une histoire comme ça cette année, c'est très mauvais pour le Japon. Et bien malgré ça, nous, la France, on est pire que que le Japon. On a réussi en termes de performance à faire pire qu'eux. Alors que normalement, au niveau boursier, on est censé toujours partir à la hausse. Vous voyez que là, si on regarde le max, je regarde vraiment l'épopée, regardez les valeurs boursières, notamment du CAC 40, on a fait 265%, mais le Nikkei japonais a fait 186%, et le S&P 500, 605%. Donc on voit bien que nous, logiquement, alors qu'il y a, regardez, en 2000, le CAC 40 avait des meilleures performances et de très loin que le S&P 500 et le Nikkei japonais. Voilà, donc là, pour vous dire, on est vraiment à un point où on est en train de rattraper le Japon en termes de performance boursière, quoi. Ils sont pas bons, hein, les Japonais. Désolé, les Japonais, hein, c'est pas du coup critique ou quoi, hein, pas du tout. Hein. C'est très bien le Japon, j'adore le Japon. Mais faut forcer de constater que financièrement, moins bon que la moyenne, quoi. Voilà. Et on n'est pas bon. Et donc, du coup, là, vous voyez qu'on a eu la petite. Voilà, alors, j'ai remis en perspective pour faire comprendre que là, ce qui se passe au niveau des tarifs douaniers, c'est quand même, ça reste temporaire. Voilà. On voit qu'on n'est pas encore dans une grande dépression. Alors, je pense que ça va arriver hein, tôt ou tard, la grande dépression, mais on n'y est pas encore totalement, dans le sens qu'on a plutôt un épisode Covid là. C'est-à-dire là, vous voyez, 2020, on a exactement la même courbe en 2025 qu'on avait eu en 2020 lorsqu'il y avait eu les confinements et l'annonce du Covid. Alors, on est un peu sur ce même ordre de grandeur. Et donc, on va voir comment ça se dirige à l'avenir, mais tôt ou tard, il va y avoir des solutions mises en place sur le tarif douanier, comme il y a eu pour le Covid. Donc après, on a déconfiné, et donc c'est reparti à la hausse to the moon. Et je pense qu'il va se passer ce genre de choses si on n'a pas un dérèglement monétaire. Que je pense que le problème, il vient pas forcément de la bourse, il vient vraiment du problème des dettes et des problèmes économiques locaux, comme notamment en Europe, on l'a avec une possible faillite de la France, notamment, hein, ça nous pend au nez. Et donc si la France fait faillite, bah forcément, là, notre CAC 40, il va couler, il va creuser à la pelle, et même en creusant, on n'arrivera pas à atteindre le fond, quoi. Voilà. Bon, et donc attendez, je repasse là par exemple sur les derniers jours, c'est que j'ai pas fait sur le dernier jour, vous voyez, on est CAC 40, on est les seuls aujourd'hui on est les seuls à pas être bons par rapport au Nikkei japonais et au S&P 500. Et sur 5 jours, là on n'est pas trop mal, on se débrouille bien, on a fait plus 1,59%, on est reparti à la hausse. Voilà, contrairement au S&P 500. Et sur un mois, là on voit que ça a été à débandade, 10% moins sur le CAC 40. Et pareil, bon, voilà, pour le S&P 500 et le Nikkei japonais. Donc on voit que là, les marchés boursiers sont quand même en train de dévisser temporairement, mais je ne serais pas étonné que ça reparte à la hausse dès que les tarifs douaniers seront... et que les négociations, du coup, des tarifs seront soldées, à l'exception de l'Europe, où je pense que nous, on est au bord de la faillite de toute façon, pour la France en tout cas, et ce qui entraînera l'Europe, hein, d'ailleurs, forcément, tôt ou tard. Bon, et maintenant, l'or. Donc là, vous voyez, Bullion by Post, donc je suis sur le cours de l'or sur un mois. Et regardez, cette semaine, on a fait vraiment, on est reparti, mais totalement à la hausse, au point, ça c'est rare quand même, au point que les marchés mondiaux au niveau de l'or ont coupé et arrêté ont arrêté les cours. C'est-à-dire que normalement, il faut savoir que le week-end, il ne se passe rien en bourse pour l'or. Donc c'est pour ça que vous avez toujours une courbe plate le samedi, dimanche.
vous voyez par exemple vendredi 18 avril, donc à partir du soir, hein, vous avez tout qui a été stoppé le samedi et le dimanche. Voilà. Ce qui est une première depuis très longtemps, c'est que ça a été coupé à partir de vendredi. Regardez. C'est-à-dire, d'habitude, c'est le samedi et le dimanche. Notamment, je passe un mois, on va voir plus tôt dans le mois. Normalement, c'est vraiment que le samedi et le dimanche que les cours de l'or sont arrêtés. Bah, par exemple, là, regardez. Là, regardez, c'est-à-dire, il y a le... Ah, ça bug un peu, là, mon putain de PC. Hein. Voilà. Par exemple, là, regardez, vendredi dernier, il y avait encore les cours qui étaient... vous voyez, toute la journée, vendredi, ça variait, les cours. Et donc, c'est à partir du samedi 12 avril et du dimanche 13 avril qu'on a stoppé, en fait, l'index des cours de la bourse pour l'or. Alors que là, et pareil, vous voyez, pareil pour le samedi 5 et le dimanche 6. Pareil pour le samedi 29 et le dimanche 30. Et tous les vendredis, vous voyez, tous les vendredis, il n'y avait pas de stoppage des cours. Regardez, là, ce week-end, on a arrêté les cours à partir de vendredi. Voilà. Pour vous dire à tel point il y a de la volatilité sur l'or. Mais ça, c'est du jamais vu aussi. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que l'or, c'est pareil. Je regarde sur 20 ans. Allez, je vous remets la courbe, là, bim, bam, sur 20 ans. Mais là, ce qu'on est en train de voir, pareil, c'est comme le Bitcoin, quoi. Comme le S&P 500 volatile. Regardez-moi cette courbe de fou. Et donc là, ils ont carrément arrêté le vendredi parce qu'ils se sont dit, ouais, il y a tellement de volatilité que ça va partir en vrille, quoi. Vers le haut comme vers le bas. Hein. Donc, on est vraiment sur un message où l'or est en train de nous dire, ouais, bah, les gars, l'euro, là, il est en train de s'effondrer, parce que vous avez compris que c'est l'or par rapport à l'euro, là. Donc, il se passe des choses. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait, notamment le propos de Robert Kiyosaki. Alors, peut-être pas sur 1 million de dollars, hein, le Bitcoin, mais je rejoins sur beaucoup de choses, parce que lui aussi, Robert Kiyosaki, il conseille de miser sur notamment donc l'or, l'argent, le bitcoin. Alors il parle pas du franc suisse, lui. Moi, je vous rajoute le franc suisse également. Mais parce qu'on voit qu'on est dans une période tellement instable au niveau économique qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc aujourd'hui, il est peut-être temps effectivement de sortir ses billes des marchés volatiles comme le S&P 500, la bourse, etc. Même l'immobilier, quoi, on en est là. Même l'immobilier, surtout en France. Surtout en France. Faites attention, si vous avez l'immobilier en France, vraiment avec les lois qui nous pondent et surtout qu'ils veulent des taxes, ils veulent de la thune là, bah ils vont la prendre là où il y en a. Donc les propriétaires, etc. C'est là où ils vont aller. Surtout qu'ils mettent en plus maintenant les DPE énergétiques. Alors ça c'est de la daube. Je sais que j'ai des témoignages moi de gens qui ont de l'immobilier et qui ont voulu vendre, qui ont tout refait à neuf avec des travaux pour justement avoir les DPE énergétiques conformes. Et malgré ça, l'administration ne voulait pas et bloquer la vente. Alors, donc faites très attention à ce niveau-là. En France, c'est compliqué d'avoir de l'immobilier et de le gérer. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il est temps, c'est vrai, de se rapatrier sur des actifs vraiment de valeur refuge. Donc, l'or, l'argent, sans hésiter, vraiment. Le franc suisse en termes de monnaie souveraine, fiat, solide. Et l'or, le bitcoin, maintenant, qui a été adoubé également récemment par les États-Unis et les agences de notation également comme valeur refuge également. Je ne peux pas vous dire mieux. Bon, après, voilà, c'est chacun fait comme il veut, à son propre avis. C'est très important d'avoir sa propre expertise, analyse, d'avoir ses propres infos pour pouvoir faire justement sa popote, j'ai envie de vous dire, son propre patrimoine. Voilà, bref. Bon, sur ce sera tout pour cette vidéo qui était plutôt longue. Hein, je suis obligé de faire long, hein, clairement. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis, tenez bon, parce qu'on reste positif, parce qu'il y a des solutions. Vous voyez, c'est ça qui est bien, ça permet de dormir tranquillement la nuit. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, donc, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité crypto et économique. La bise, ciao, prenez soin de vous.